quel contexte vous arrivez sur cette commune libre. Voilà, j'ai préparé ça vraiment en 1 minute pour vous expliquer rapidement. Du coup, on en est au 9e jour d'occupation de ce lieu. Libéré qui permet de s'approprier ces espaces, un lieu du coup d'occupation, donc de vie, où on fait à manger, où on fait le nettoyage, où on écoute de la musique, où on discute, et c'est bien sympathique. Voilà, ça nous permet en fait d'organiser des ateliers. D'ailleurs, on vous invite à proposer vos ateliers. En fait, il y a des petits papiers que vous pouvez scotcher sur le planning, et donc voilà, c'est en libre accès. Des ateliers comme une rencontre avec les cheminots et cheminotes qui a eu lieu hier, où on était 200. Mais aussi, par exemple, un atelier street medic, où on apprend comment se soigner, par exemple, en manifestation, ou une jam session, où on a pu faire du dessin sur des publicités, par exemple. Voilà, il se passe plein de choses. Il y a également, en ce moment même, tellement qu'il se passe des choses qu'en ce moment même, il y a une discussion sur le camp de Marmour au Kurdistan, en Amphi-L. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses. Du coup, je voulais vous expliquer également, on vous accueille dans l'Amphi-N, c'est le plus grand amphi qu'on a. Il nous sert également de lieu de repos, donc vous êtes priés, même si je prie pas trop, donc on vous demande en tout cas de ne pas manger ni boire, voilà, de l'alcool, bref, ici, parce qu'on dort par terre en fait, voilà. Et puis désolé pour l'odeur, parce que du coup aussi on dort ici, et aujourd'hui même en fait on était 1800 ici, et on a voté quoi? Voilà, le blocus, c'est l'occupation illimitée jusqu'au retrait de la loi de décidé ici, pour notamment des raisons de sécurité, de ne pas prendre de photos ni de vidéos. Voilà, seules les personnes accréditées le peuvent. Nous avons, voilà, je dis pour des raisons de sécurité, notamment parce que nous pouvons avoir des problèmes avec des groupuscules d'extrême droite qui s'amusent à afficher des personnes, et donc vous serez bien sympathique de respecter ces règles-là. Voilà, et je crois que c'est tout. Bonne soirée. Merci Noah, merci à tous les occupants. Donc, bon, bref. Merci aux occupants de nous permettre de réaliser cette conférence aujourd'hui. Alors, avant de commencer, vraiment, oui. Oui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure également, le balcon est réservé aux occupants et occupantes pour des questions techniques. Merci de votre compréhension. Pour des questions que c'est là-bas qu'on stocke nos affaires, en fait. Donc, avant de commencer, enfin de rentrer dans le vif du sujet, monsieur Frieux, monsieur Lordon avait envie de s'adresser à vous. Ah, c'est après ? Bon, alors, lorsqu'on avait organisé cette
peu à froid. On n'imaginait pas à ce moment que ce jour allait être particulier comme il est. Parce que d'abord, il y a actuellement la grève des cheminots contre le projet de réforme libérale du gouvernement, mais je vous apprends rien. Aussi la compagnie Air France, les éboueurs, les salariés, le secteur de l'énergie, bref, j'en passe. Et bien évidemment, les étudiants qui s'opposent depuis des semaines à la loi Vidal et dont certaines facultés sont bloquées. Et encore une fois, on remercie tous les occupants de Tolbiac que cette conférence puisse avoir lieu. Donc notre débat de ce soir prend une tournure un peu particulière aussi, on a dû un peu adapter. Et je voulais originellement faire une introduction un peu académique, mai 68, 50e anniversaire, blablabla, blablabla. Mais il me semblait que c'était plus important de relier en fait cette conférence à l'actualité. Mai 68, c'est effectivement son 50e anniversaire et je sais qu'on rêve tous d'un mai 2018. C'est un héritage, mai 68, qu'on n'a pas forcément tous, parce qu'on, même si le poids de 68 est là, mais l'héritage n'arrive pas seul, il arrive aussi avec un ensemble de mobilisations qu'il y a eu ces dernières années, ensemble des mobilisations dont mon camarade va vous faire l'historique dans peu de temps. Et nous, vraiment, notre question, c'est vraiment comment revenir sur les échecs qu'il y a depuis des années, pourquoi on n'y arrive pas, malgré des réussites, il faut tout de même le souligner. Et il ne s'agit pas pour nous d'être défaitistes, il s'agit au contraire de penser le futur, de penser les jours à venir, parce que ça nous semble éminemment très important. Je me contenterai donc juste de citer, j'avais prévu ça, une publication datant du 3 juin 68 qu'on retrouve dans la revue Secrétariat unifié 4e international, qui disait à l'époque, je cite, « Les barricades de mai 68 ont fait justice d'un conte que bourgeois et réformistes avaient beaucoup répété et même fini par croire. Dans notre société moderne, la révolution est impossible. » Donc là, je cite un ouvrage d'une historienne 68 de Grand Soir au petit matin, Ludivine Vantini. Et donc, mai 68 aurait mis fin à un imaginaire bourgeois consistant à affirmer que la révolution n'était rien d'autre qu'une chimère. Qu'en est-il en fait aujourd'hui? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a une sorte de parfum de révolution tout de même. Mais est-ce que ça peut être plus qu'un parfum? Est-ce qu'on peut faire de la révolution quelque chose de potentiel et en faire quelque chose d'actuel? Donc, pour répondre à ces questions et débattre autour de ce sujet, on accueille Monsieur Frédéric Lordon, donc économiste et chercheur en philosophie au CNRS et au CSE, donc Centre de recherche européenne, enseignant à l'EHESS. Et Monsieur Bernard Friot, sociologue et économiste, professeur émérite à Paris-Nanterre, qui a récemment publié aux éditions La Dispute l'ouvrage Vaincre Macron. Et je laisse la parole à mon camarade. Ça marche? Non, mais je ne sais pas ce qui marche, hein. Moi je réponds que ça marche. Mais... Considérons que ça marche. Bon, pardon par avance, l'une de mes difficultés ce soir, c'est de ne pas cracher une bronche. Donc je vais probablement m'interrompre de temps à autre. Et en effet, Bernard et moi, nous tenions à prendre la parole avant d'entrer dans le vif du débat, puisque c'est tout de même une circonstance un peu étrange qui nous réunit ce soir, ou plutôt une circonstance qui est devenue étrange. À l'origine, donc, comme la chose a été rappelée, il y a quelques semaines, donc, c'est-à-dire une éternité, nous étions partis pour un honnête débat théorico-politique. Et voilà que nous tombons en pleine commune de Tolbiac. Bon, inutile de vous le dire, de notre point de vue, on n'aurait pas pu tomber. Bon, ceci étant dit, nous savons à quelles adversités vous êtes en butte. Harcèlement des fachos, hostilité de l'administration, démontré une fois de plus, petite ignominie ordinaire des médias, procès en minorité preneuse d'otages, etc., etc. Et envers et contre tout ça, vous persévérez, ce qui est assez admirable. Alors si notre présence ici,
dans un exercice qu'il va nous falloir certainement redéfinir. Pouvait avoir avant tout le sens du plus vif des encouragements, au moins n'aurions-nous pas fait le voyage pour rien. Mais peut-être, venant du dehors, pouvons-nous aussi vous apporter sur vous-même un regard que vous-même, qui êtes au-dedans, ne pouvez pas prendre. Et notamment pour vous dire ceci. Ce que vous faites est encore plus important que vous l'imaginez. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent et qui espèrent en ce qui se passe ici. Et puis également dans toutes les facs soulevées du pays. Au Mirail, à Montpellier, visiblement il y en a de plus en plus. Et je voudrais vous en apporter une sorte de preuve indirecte. Il faudrait être demeuré au dernier degré de la naïveté pour croire que la garde à vue et la suspension du doyen Pétel et du professeur de droit Nervi à Montpellier sont l'effet ordinaire d'une institution de la justice miraculeusement redevenue conforme à ses idéaux. Vous savez très bien que le premier mouvement de l'État a été, comme toujours, de balayer sous le tapis ce regrettable incident et qu'on n'en parle plus. Ce n'est donc pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu. Et ils n'ont pas pu pour une simple raison. C'est que couvrir une chose pareille, qu'on sait à peine comment qualifier d'ailleurs, c'était la certitude de l'explosion. Alors qu'en haut lieu, on s'inquiète ainsi d'une explosion, au point de renoncer à faire ce que très naturellement on s'apprêtait à faire, c'est-à-dire couvrir, ne peut être le signe que d'une seule chose, c'est que vous leur faites peur. La première condition de réussite d'un mouvement, c'est qu'il prenne conscience de sa force. Pour ma part, c'est l'une des leçons qu'avec le recul, j'ai tirées de Nuit debout. Nous avons méconnu nous-mêmes à quel point nous leur avons fait peur. Par un paradoxe tout à fait ironique, nous qui étions partis avec pour mot d'ordre leur faire peur, nous n'avons pas pris notre propre programme au sérieux. Nous n'avons pas cru nous-mêmes à ce que nous pouvions. Ne refaites pas la même erreur et faites croître votre force, en commençant par y croire. Et il le faut pour venir à bout de tout ce qui se dresse contre vous. On vous oppose l'argument des minorités agitées et des majorités silencieuses. Quant aux majorités silencieuses, j'allais dire, elles n'ont qu'à l'ouvrir et sortir de leur torpeur. Mais en réalité, c'est autre chose qu'il faut dire. Il faut dire que logiquement, l'histoire appartient à ceux qui la font et qui n'ont été que très rarement les plus nombreux dans l'histoire, mais qui avaient une qualité que les autres n'avaient pas. Ils étaient agissants. Qui veut prendre part à l'histoire n'a qu'à jeter sa puissance d'agir dans l'histoire, et sinon il a le droit de se taire. On vous oppose aussi d'être des preneurs d'otages. Tiens, comme les cheminots, les éboueurs, les contrôleurs aériens, etc., etc., c'est-à-dire en définitive, comme tous ceux qui se battent. Eh bien, je crois que par retournement du stigmate, preneur d'otages devrait bientôt devenir un blason à revendiquer. Il suffira d'indiquer l'objet réel de toutes ces prises d'otages, et cet objet réel, c'est le capital et son pouvoir. Pour ajouter l'ironie au retournement, il faudra alors remarquer que celui que vous prenez réellement en otage est lui-même réellement le premier preneur d'otages dans la société. Et lui ne fait pas dans le détail. Il prend toute la société en otage. En 2008, le capital financier a pris des sociétés entières en otage. Banque centrale comprise, c'est vous dire la performance. Ne pas sauver les banques, c'était risquer une apocalypse économique et sociale inouïe, et cela, les banques le savaient. L'État a donc dû les sauver, mais dans cette position curieuse, où c'est le sauveteur qui s'est laissé mettre le pistolet sur la tempe, alors qu'il l'avait dans la main l'instant d'avant. Moyennant quoi, jamais pareille occasion de briser le système financier et bancaire privé ne s'était présentée. Et avec ce système, les structures de la prise d'otage financière. Évidemment, l'occasion a été vendangée. Lorsque le capital vient apporter sa petite liste aux gouvernements successifs, il ne fait pas dans la doléance, il fait dans l'ultimatum. Et les termes de l'ultimatum sont toujours les mêmes. Si vous ne me donnez pas satisfaction, ce sera grève de l'investissement à l'intérieur, fuite des capitaux à l'extérieur, délocalisation, etc., etc. Alors voilà ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire. C'est que le capitalisme comme mode de production
est cet ensemble de structures qui donnent au capital comme groupe social les moyens objectifs de tous ces chantages, de tous ces ultimatums et de toutes ces prises d'otages. Car ce que le capital prend en otage, ce sont les conditions mêmes de la reproduction collective de la société entière, qui d'ailleurs les lui a remises. Immense prise d'otage, colossale prise d'otage, dont vous n'entendrez jamais parler, et pour cause. La prise d'otage macro-sociale est le ressort même de ce système. Ce système ne fonctionne qu'à la prise d'otage, à la prise d'otage géante, et à toutes les échelles. Car le salariat lui-même, si l'on y pense, n'est pas autre chose en son fond qu'un rapport social de chantage. Comment pourrait-on qualifier autrement un rapport qui ne laisse aux individus le choix que d'en accepter toutes les conditions, fussent les pires, ou bien de dépérir? Et comment se pourrait-il autrement que ceux qui y sont pris supportent tout? Le harcèlement, la violence, l'arbitraire, le mépris, la dépression, et jusqu'à être conduits au suicide. Nous vivons donc dans un étrange univers où l'on appelle maître chanteur ceux-là même qu'on fait chanter du moment où ils annoncent qu'ils n'ont plus envie de chanter. Mais cet univers-là s'appelle les médias. Et à quelques exceptions près, on sait de quel côté ils sont. Le capital sait tout ça. C'est la raison pour laquelle il expose la société entière à un ultimatum sans fin. Baisse d'impôts, baisse de cotisations, suppression de l'ISF, loi El Khomri, code du travail, et puis à venir, CDI, SMIC, fonction publique, Sécu à privatiser, tout à privatiser. Il faut en avoir clairement conscience. Ils ne s'arrêteront nulle part. Ils ne s'arrêteront nulle part parce que les structures mêmes du système, structures de la prise d'otage générale de la société par le capital, leur donnent objectivement les moyens d'aller au bout du bout. Et que ce sont précisément ces structures qu'il faut renverser pour en finir avec la prise d'otage du capital. Une seule chose est capable de les arrêter. Une puissance comparable à la leur et opposée à la leur. La puissance du nombre, pour peu qu'il porte un désir de faire bifurquer l'histoire. C'est de la construction de cette puissance que nous cherchons les voies. Vous en êtes une partie. Il faut être aveugle, vendu ou bien débile pour soutenir que les étudiants soulevés ne s'occupent que de Parcoursup. Qu'ils s'en occupent, c'est évident, mais de tellement d'autres choses avec. D'universités ouvertes, des migrants, des cheminots qui entrent en lutte, et en réalité, bien plus largement, comme en 2016 déjà, d'un monde tout entier. Vous ne vous appelez pas comité de lutte contre Parcoursup, que je sache. Vous vous appelez commune de Tolbiac. C'est quand même pas pareil. Et ça veut dire quelque chose. Alors ce qui est ici particulièrement précieux, c'est que ce faisant, vous devenez une puissance de liaison. Nous lier, c'est ce dont nous avons le plus urgent besoin. Il n'y a pas d'enjeu politique plus important dans la période que de lier ce qui est séparé, de rassembler ce qui est dispersé. Alors on dira qu'on ne lit pas n'importe quoi, ni n'importe qui, n'importe comment, et c'est vrai. Mais précisément, l'époque ne cesse de rendre plus visible la condition commune, celle-là même qui crée la possibilité de la liaison, davantage, qui l'appelle. Cette condition commune, c'est celle que fait régner le capitalisme néolibéral. C'est celle de la néo-managérialisation et de la déshumanisation de tout, celle des pires violences institutionnelles, celle de l'obscénité rayonnante des possédants. Il n'est plus personne à qui il reste quelque conscience qui n'en soit choqué. Alors je crois profondément qu'il n'y a de succès possible au combat qui s'engage qu'à lui donner la plus grande extension et les significations les plus vastes. L'attaque contre la SNCF est l'attaque particulière de trop qui doit nous faire voir enfin l'attaque générale, la question générale du monde dans lequel on veut nous faire vivre. C'est pourquoi, si c'est un paradoxe, nous lier aux cheminots va nécessairement de pair avec un effort pour décheminotiser le conflit des cheminots. Et ceci sans priver les cheminots de rien, j'y insiste, mais en interrogeant avec eux ce qui les détruit et ce qui nous détruit, car c'est la même chose. Depuis 2008, mais spécialement en France avec l'élection de Macron, le capitalisme a passé son point de folie.
Je ne fais pas partie de ceux que l'élection de Macron a jetés dans le désespoir. Évidemment, parce que j'ai le privilège de ne pas être en première ligne des agressés, je le sais. Mais aussi parce qu'il fallait peut-être en arriver aux extrémités où Macron nous emmène pour que le mur finisse par se dresser. Je pense qu'à tout rendre d'une infernale clarté, l'accélération macronienne du délire a pour propriété de sortir un nombre de plus en plus important de personnes de l'abattement ou de la torpeur et de les convaincre de passer à l'action précisément pour arrêter le délire. Si une commune libre de Tolbiac ou d'ailleurs et le mouvement d'ensemble dans lequel elle s'inscrit ont quelque sens, ça ne peut être que celui-ci, nous lier pour nous mettre en travers de leur histoire devenue folle et la remplacer par la nôtre. À la prise d'otage que Frédéric vient de décrire. Et nous savons, parce que nous en avons l'expérience historique, lorsque nous examinons les moments où nous avons été victorieux, nous savons comment généraliser et mener à un niveau de profondeur, ce à quoi appelait Frédéric, un mouvement pour qu'il soit en mesure de sortir nos concitoyens de la torpeur dans laquelle ils sont en ce moment et de généraliser les conflits extrêmement nombreux mais isolés qui sont aujourd'hui dans l'action. Ces conditions, elles sont doubles. Le capitalisme tire sa puissance du fait qu'il décide de la production de valeur économique. Tant qu'il a les moyens de décider, il peut faire tous les chantages qu'il veut. Et tant que nous ne nous attaquons pas à la capacité qu'a le capital de décider de ce qui a valeur, de l'organiser, de le produire, de le répartir, toutes nos batailles sont perdues. Les batailles victorieuses, et nous en avons connu dans notre pays, les batailles victorieuses sont des batailles qui précisément construisent une alternative aux institutions capitalistes du travail et de la valeur. Ces institutions sont de deux types, d'une part en termes de statut du producteur, d'autre part en termes de régime de propriété de l'outil de travail. Le régime de propriété de l'outil de travail, c'est la propriété lucrative qui permet aux propriétaires d'un patrimoine de s'approprier une partie de la valeur produite soit par des salariés, soit par des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants étant sans doute les plus exploités des travailleurs. Et le statut du producteur, c'est ce statut d'individu libre sur le marché, soit du travail, soit des biens et services pour les indépendants, qui livrent les individus à l'exploitation et à l'aliénation capitaliste. Ce qu'ont su faire les travailleurs organisés lorsqu'ils ont été victorieux, c'est de construire des institutions macroéconomiques alternatives au statut capitaliste du producteur et au régime capitaliste de propriété. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14 heures parce que les prémices de ces constructions existent. Et elles ne sont pas du tout nulles. Il y a déjà là de l'alternative au capitalisme sur lequel tous nos combats doivent s'appuyer pour le généraliser. En termes de statut du producteur, nous avons commencé à sortir les travailleurs du chantage au marché du travail ou du marché des biens et services pour être reconnus comme producteurs. Et nous l'avons fait par le salaire à la qualification personnelle. Le salaire à la qualification personnelle, ce n'est pas du tout marginal. Ça concerne déjà le tiers des plus de 18 ans. Quand on additionne les fonctionnaires, 5,5 millions, la moitié des retraités, sur les 15 millions, il n'y en a guère que la moitié, mais c'est quand même la moitié,
qui ont une pension proche de leur salaire et qui est à vie liée à leur personne, pas liée à un poste, pas liée au chantage à l'emploi. Nous sommes donc à 12,5 millions. Quand on additionne les salariés à statut, genre cheminots et autres, EDF, GDF, La Poste, France Télécom, enfin tout ce à quoi s'attaque le gouvernement depuis Rocard, en gros, et puis certaines branches dans lesquelles il y a un droit à carrière, dans lesquelles le poids du syndicat a été suffisamment fort pour conquérir le droit à carrière, c'est-à-dire le fait que quand on change d'entreprise dans la branche, c'est pour un poste au moins aussi qualifié, on ne baisse pas de salaire, on n'est pas en rupture de salaire, etc. En tout, ça fait à peu près 17 millions de personnes sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes. C'est ce mouvement qu'il faut continuer. Il faut continuer avec le salaire à 18 ans pour tous. Il s'agit que nous soyons en permanence, non pas suspectés, comme dans le capitalisme, mais que nous soyons en permanence confirmés, au contraire, comme capables, en mesure de décider, produire, être souverains sur la production. Et ça passe par un droit politique au salaire. À 18 ans, tout le monde doit avoir un premier niveau de qualification et ensuite passer des épreuves pour progresser dans une carrière salariale. Mais cela, c'est la seule réponse réelle à la loi Vidal. On y reviendra dans le débat éventuellement. Mais la réponse à la mise en compétition des universités, à le saccage de la fonction publique à l'université. Je vous donne des chiffres. En 2012, il y avait 3521 autorisations de création de postes d'enseignants-chercheurs à l'université. En 1918, nous en serons à 1986. Les postes de profs, par exemple, profs d'université, nous étions 1460, enfin, il y avait une autorisation de créer 1400 postes en 2012, 720 postes en 2018. C'est un saccage total. Non pas pour entraîner le fait qu'il n'y ait plus de personnes à l'université, pour qu'il n'y ait plus de fonctionnaires à l'université, qu'il n'y ait que des contractuels, que le salaire à la qualification personnelle disparaisse. C'est ça l'obsession de la classe dirigeante. C'est pour ça que la seule réponse à cette obsession, c'est de généraliser à tous le salaire à la qualification personnelle, avec le salaire comme droit politique. Et la deuxième institution que nos anciennes et anciens ont été capables de commencer à créer, et qui là aussi n'est pas marginale, c'est une propriété patrimoniale non lucrative de l'outil de travail, qui rend possible une propriété d'usage de l'outil par les travailleurs eux-mêmes. Si la propriété patrimoniale de l'outil est lucrative, ce sont les propriétaires qui décident du travail concret, ce sont les propriétaires qui décident de la façon dont on va travailler, afin que ce qui est produit rentabilise leur capital. Il n'y a aucune propriété d'usage possible de l'outil de travail tant que la propriété patrimoniale de l'outil est lucrative. Eh bien, nous avons commencé à en finir avec la propriété lucrative de l'outil. Nous avons commencé en augmentant le taux de cotisation maladie, en augmentant une socialisation de la valeur qui a permis à l'assurance maladie de subventionner l'investissement hospitalier et de faire des hôpitaux qui sont une propriété patrimoniale non lucrative. Et lorsque ces hôpitaux n'avaient donc pas à rembourser de dettes, puisqu'ils étaient financés par subvention, grâce à une socialisation de la valeur qui, au lieu d'aller dans une socialisation capitaliste de piqueurs qui ensuite nous prêtent ce qu'ils nous ont piqué, parce que c'est ça le capitalisme en 30 secondes. Je suis propriétaire, je te pique ce que tu produis, et ensuite je te le prête, et tu me rembourses. À partir de ce moment-là, nous avons non seulement dit que le roi est nu, mais nous l'avons rendu nu en ne l'autorisant pas à financer par crédit l'équipement hospitalier, en le finançant nous-mêmes par subvention. Alors les soignants n'ont pas eu à produire du soin pour rembourser, ils ont produit du soin pour soigner. Et c'est tout à fait autre chose en termes de propriété d'usage de l'outil. Il suffit de comparer les travaux sur la forme de bonheur des soignants dans les années 70, lorsqu'ils soignent pour soigner et non pas pour rembourser une dette, et leur malheur au travail aujourd'hui, où ils travaillent pour rembourser les dettes invraisemblables que les hôpitaux
ont contracté depuis qu'il n'y a plus de subvention de l'investissement parce qu'il n'y a pas de hausse du taux de cotisation. En même temps que nous subventionnions l'investissement hospitalier, alors même qu'on crée les CHU, etc., enfin ça a été un investissement énorme, on crée chaque jour un lycée ou un collège. 3600 lycées et collèges construits entre 65 et 75, sans partenariat public-privé, sans appel au marché des capitaux, par une socialisation de la valeur dans l'impôt. Nous savons ce qu'il faut faire pour sortir l'outil de travail de sa logique capitaliste et rendre possible la propriété d'usage. Eh bien, il faut que, si nous voulons que la mobilisation, les mobilisations diverses qui sont en train de se construire aujourd'hui, soient à la hauteur de l'offensive capitaliste que nous subissons depuis Rocard, il faut absolument que, sur ce second point, la propriété par les travailleurs eux-mêmes de l'outil de travail, nous soyons à l'offensive. Refuser de rembourser les dettes d'investissement, elles sont illégitimes. On ne remboursera pas des prêteurs qui en réalité sont des piqueurs. Refuser de les rembourser, affecter ce remboursement à une cotisation économique qui permettra de subventionner l'investissement. Nous savons ce qu'il faut faire parce que nous ne partons pas de rien. Les syndicats à l'échelle de l'histoire, ne nous ont pas trahis. Il faut arrêter avec cette histoire fausse. Nous avons une construction d'une alternative déjà là, qu'il faut maintenant généraliser. Merci beaucoup, Monsieur Frieux, merci beaucoup, Monsieur Lordon, pour vos interventions. Merci beaucoup, Bernard, merci beaucoup, Frédéric. Merci pour vos prises de parole. Donc, on va rentrer dans une deuxième phase de la conférence. Comme on vous l'a promis, on va parler des mobilisations nationales et des 20 dernières années, d'échecs en tout cas. Oui. Ça casse l'ambiance tout d'un coup. Mais, et on va essayer de répondre à la question suivante. C'est très bateau, mais la révolution est-elle encore d'actualité après 20 ans d'échecs des mobilisations nationales? Et quand je dis 20 ans, c'est pour arrondir. On a évoqué comme il se doit mai 68, mais comme l'a dit mon camarade, c'est loin d'être la seule composante de notre héritage militant. Et il s'avère que, je parle pour moi, mais je l'ai ignoré pas mal mon héritage militant avant de préparer cette conférence. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la première fois qu'on essayait de sélectionner à l'entrée des universités les étudiants. J'ai découvert qu'en 86, le projet de loi Devaquet prévoyait déjà de sélectionner les étudiants, mais aussi de mettre les universités en concurrence par les prix, en les laissant libres de choisir leurs frais d'inscription à l'intérieur d'une échelle nationale, que le projet de loi avait été adopté par le Conseil des ministres en juillet, mais avait finalement été retiré au mois de décembre, à la suite d'une mobilisation étudiante qui, nous tenons à le rappeler, a coûté la mort de Malik Oussekine, un camarade étudiant battu à mort par 2 agents de police de la brigade des voltigeurs qui a été dissoute juste après. Quant au reste, donc ça c'est pas du tout les 20 dernières années, mais c'est histoire de bien vous plomber le moral. En 95, alors ça c'est une victoire, le plan Juppé prévoyait d'imposer au secteur public et aux régimes spéciaux l'allongement de la durée de cotisation. Le plan a été retiré après 3 semaines de grève et de manifestation. Bon, et à partir de là, ça se gâte. En 2003, la loi Fillon sur les retraites, adoptée malgré une très forte mobilisation. Toujours à propos des retraites, en 2010, la loi Woerth est adoptée alors que le mouvement social a duré de mars à novembre avec des manifestations comptant entre 2 et 3 millions de personnes pendant les 4 mois les plus intenses de la mobilisation. On peut également citer la LRU en 2009, qui concerne les étudiants, la loi travail. Et finalement, la seule victoire qu'on a remportée à l'échelle nationale depuis 1995, c'est celle du CPE. Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne l'auraient pas vécu, en 2006, du coup non, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nés après 2006, mais... Donc en 2006, un projet de loi est déposé par le gouvernement Chirac et prévoit la création d'un nouveau contrat de travail, le CPE. C'est un contrat qui est proposé aux jeunes de moins de 26 ans, et je vous le rappelle, donc aux jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage depuis plus de 6 mois, donc c'est un contrat qui est exonéré de cotisations patronales, ça c'est très à la mode.
Et il s'accompagne d'une période de consolidation qui donnait à l'employeur la possibilité de rompre le contrat sans aucun motif. Voilà, c'est tout. Et donc la loi avait été adoptée en mai 2006, mais face à la vive contestation des étudiants et de leur soutien, merci les banlieues, le CPE a été finalement abandonné. Donc maintenant qu'on a réalisé ce point de rappel, on va pouvoir commencer la période de conférence débat du coup, et je vais laisser mon camarade Victor poser la première question à nos invités. Bon, alors, sans vouloir continuer dans le pessimisme, hein, mais quand même... Non, ça fonctionne? Non, je sais pas. Il paraît que ça fonctionne. Ça fonctionnait. Ah Okay. La sono refonctionne. Merci Madame Janet pour votre pression. Comme quoi, il y a bien des gens qui sont habilités et on nous a menti. Voilà. Donc, tiens. On va continuer avec la vieille parce que on n'en a même pas besoin d'abord. Bon. On entend avec la petite? Voilà, toujours autant de moyens dans les mouvements de gauche. Alors la première question, bon, ça continue un peu dans cette lancée un peu pessimiste, hein, mais pourquoi beaucoup de nos mobilisations n'aboutissent-elles pas ou plus? Pourquoi il y a des lois, il y a des réformes qui passent tout de même depuis des années? Je suis syndicaliste et militant politique et les échecs des mobilisations, je partage vraiment la souffrance des camarades. Et ça m'a... Le partage de cette souffrance m'a finalement conduit à poser le diagnostic que je vous propose. Sur les mobilisations les plus importantes, à savoir les mobilisations sur la réforme des retraites, hein, telles qu'elles ont été menées, parce que tu as oublié un premier échec qui est l'échec de 94, qui est la première réforme, hein, qui passe des 10 aux 25 meilleures années, etc. La victoire de 95, c'est une victoire qui aboutit finalement à un échec en 2008, puisqu'en 2008, les préconisations de Juppé sont adoptées au début du septennat de Sarkozy. Donc nous sommes dans une défaite en race campagne. Je rappelle aussi, par parenthèse, hein, qu'il ne faut pas surestimer la victoire de 2006, à laquelle tu as fait allusion. C'était l'occasion pour Sarkozy de caser la gueule à Villepin. On a vu le truc tout de suite. Brusquement, les médias sont devenus extrêmement favorables au mouvement. Il faut toujours se méfier quand les médias sont favorables. C'est que le pire s'annonce. Hein. Et donc... il fallait casser la gueule à Villepin pour faire place nette à l'honorable Sarkozy. Et donc, il y a eu un enjeu là qui a largement dépassé les mobilisations de l'époque. Pourquoi, à mon sens, y a-t-il eu défaite? Il y a eu défaite parce que nous avons mené, et je dis nous pour avoir été participants de ces mobilisations, nous avons mené la bagarre sur des questions de répartition de la valeur économique. On a dit que l'objectif des réformateurs, l'objectif du livre blanc de Rocard, puisqu'en matière de retraite, c'est Rocard qui est le penseur de la chose, repris par Piketty aujourd'hui, l'objectif
des réformateurs, comme on les appelle, mais qui sont des contre-révolutionnaires en réalité, c'était d'en foutre plein les poches du patronat, de créer de l'austérité, de réduire le pouvoir d'achat des retraités, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est une faute de diagnostic et c'est une faute de militance. Contrairement à un proverbe populaire, on n'a jamais les patrons au portefeuille. Ce qui obnubile les patrons, c'est pas d'abord l'argent, c'est le pouvoir sur la production. Et c'est parce qu'ils ont le pouvoir sur le travail qu'ils ont le pouvoir sur l'argent. Et ils le savent très bien. Et c'est bien pour ça qu'ils entendent conserver leur pouvoir sur le travail. Et c'est pour cela que j'ai tellement insisté dans mon propos liminaire sur le fait que si nous voulons aller au niveau de profondeur de la bataille et de fédéralisation des batailles, c'est sur la question du travail qu'il s'agit de mener le combat. Et non pas de la répartition de la valeur économique, mais de sa production. Or, en nous battant sur la question de la répartition de la valeur, nous n'avons pas été à la hauteur de la lutte de classe que mènent nos adversaires, qui ont un temps d'avance, c'est pour ça qu'ils sont classe dirigeante, sur nous, parce que nous sommes à la remorque de leur agenda. Nous sommes en réponse. L'objectif du mouvement actuel, si c'est l'abrogation de la loi Vidal, ça ne peut pas être un objectif victorieux. L'objectif, il doit proposer une alternative. Ça ne peut pas être non à. C'est un oui à autre chose. Et quel est l'enjeu de lutte de classe dans les retraites? Qu'est-ce qui fait que depuis 25 ans, il y a une telle obsession, hein, et Macron va le faire à nouveau en 2019, il l'a annoncé, il y a une telle obsession à réformer les retraites? C'est parce qu'il y a deux types de régimes de retraite. Il y a qui sont tous les deux en répartition. L'enjeu, c'est pas du tout capitalisation contre répartition. Pas du tout. La capitalisation dans tous les pays européens, de l'Europe de l'Ouest en tout cas, c'est 10% des pensions. C'est peanuts. En France, c'est 3%. L'enjeu de la bourgeoisie, c'est pas de remplacer la répartition par la capitalisation, c'est de remplacer la répartition communiste, je vais en parler, par la répartition capitaliste. La répartition capitaliste, c'est quoi? Je parle de répartition, non pas au sens de répartition de la valeur, mais au sens de régime de répartition dans lequel on se partage en permanence les cotisations de l'année. La répartition capitaliste, c'est le j'ai cotisé, j'ai droit. C'est la solidarité intergénérationnelle. C'est ne travaillent que ceux qui ont un emploi. Les autres ne travaillent pas. Les autres sont utiles. Ils produisent des valeurs d'usage, mais ils ne produisent pas de valeurs économiques. Ils sont utiles, les retraités, c'est des gens utiles. Puis c'est censé leur suffire. C'est comme les femmes. Dans la seconde journée, dans les hommes s'exonèrent. Ils sont utiles. Puis ils sont censés se contenter du cadeau de la fête des mères quand leur gamin arrive avec des nouilles sur une boîte de fromage pour la fête des mamans. Et puis le bisou du mari quand il rentre le soir. Enfin, des conneries de ce genre qui montrent le mépris dans lequel on accable des populations ou des groupes en disant qu'ils sont utiles, mais pas productifs, pas trop pour eux. Les étudiants, c'est utile, mais pas productif. Et donc, ce que font les révolutionnaires communistes de 1946, c'est le contraire du j'ai cotisé, j'ai droit. Le j'ai cotisé, j'ai droit, c'est on comptabilise dans un compte toutes mes cotisations de carrière. Et j'ai droit, lorsque je ne suis plus productif, de dépenser ce que j'ai mis au pot commun. Je travaille plus, mais j'ai mis au pot commun, quand j'étais actif, quelque chose, et donc j'ai droit de le récupérer, non pas mes cotisations passives, puisqu'on est en répartition, mais à travers les cotisations des actifs actuels. Dans le train, récemment, je happe comme ça une conversation, un couple, 80 ans, elle et lui, et puis un jeune d'une trentaine d'années. Bon, il s'adresse qu'au mec, la femme, elle n'existe pas, mais le mec, et il lui dit, vous avez travaillé, hein, puis vous êtes libéré maintenant. Hein.
Ah bah oui, c'est bien, hein. Vous n'avez plus besoin de travailler. Hein. Et puis l'autre dit, et puis je l'ai payé, ma pension. Vous voyez, là nous sommes dans l'aliénation totale. Le fait de confiner des personnes dans un statut de bénévole, de non-travailleur, d'utile, d'une part, et d'autre part de dire mais c'est mes cotisations qui sont le fondement de ma pension. Ça, c'est la solidarité intergénérationnelle. Un retraité ne travaille pas, il a droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce qu'il a mis au pot commun quand il était actif lui-même. Ça, c'est la définition capitaliste de la pension, c'est la GIRC-ARCO, c'est les comptes individuels que Macron veut généraliser sur la base de la GIRC-ARCO. Contre cela, la CGT, le Parti communiste, en 1946, ont construit une alternative. Le retraité, il a droit à 100% de son meilleur salaire. Il a droit à 75% de son meilleur salaire brut. C'est-à-dire 100% de son meilleur salaire net. Le retraité a droit à du salaire à vie. Il n'a plus besoin de passer par le marché du travail ou le marché des biens et services pour être reconnu comme travailleur. Il est enfin libéré de la servitude du marché pour être posé comme ayant droit au salaire. Le droit au salaire, c'est pas un droit anodin. Le salaire, c'est ce qui reconnaît que nous sommes porteurs d'une qualification et donc d'une capacité de contribuer à la production de valeur économique. C'est cela qui a été initié en 1946, c'est cela qu'il faut généraliser si nous voulons ne plus être dans la défaite, c'est-à-dire nous battre sur le travail. Les retraités travaillent. On sort le travail du carcan de l'emploi. Ils ont droit au salaire, et un salaire qui est lié à leur personne et non pas à un poste qui est la propriété du capital. Les étudiants travaillent, ils ont droit à un salaire, et un salaire qui est lié à leur personne et non pas à leur performance en matière d'études. C'est décisif ces points-là. Tant qu'on n'a pas ce niveau anthropologique du fondement du travail, non pas comme étranger à nos personnes, une espèce de château fort dans lequel il faut s'insérer, avec un devoir d'insertion, puis dont on peut être exclu par du chômage, puis dont on est libéré, paraît-il. J'ai été assez con pour faire une fête de mon entrée en retraite. Je n'en ferai plus. Je reçus quelque part cette affectueuse sollicitation. Mais papa, qu'est-ce qu'il te reste à prouver? T'en as assez fait. Mon amour, ménage-toi. Je refuse cette amputation qui reconnaît des personnes comme capables de produire des valeurs d'usage, mais comme incapables ou prétendument libérées de produire de la valeur économique. Parce que la valeur anthropologique du travail, c'est les deux dimensions. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que les jeunes à 18 ans aient un droit politique au premier niveau de qualification et les 1700 balles à vie qui y correspondent. Et un droit, là, bien sûr, le débat permettra d'y revenir, hein, un droit, bien sûr, d'être les propriétaires d'usage de leur outil, ça c'est l'autre dimension absolument nécessaire si nous voulons sortir de la défaite. Sortir le statut des personnes de l'aléa du marché du travail ou du marché des biens et services. Poser les personnes comme en capacité de produire de la valeur économique et donc faire du salaire un droit politique. On a commencé, le tiers des plus de 18 ans sont déjà dans ce cas-là, tout le monde doit y arriver. Je vais revenir à la question proprement dite. Pourquoi nos mobilisations n'aboutissent-elles plus? Bon, je suis un peu gêné aux entournures parce que
j'ai rendu ma copie il n'y a pas longtemps. En même temps, vous voyez, j'oscille entre la bouffonnerie qui consiste à croire que tout le monde l'a lu et l'angoisse de radoter. Et puis également les hésitations que ça m'a coûté de faire ce texte. Donc je vais y répondre très brièvement en formulant la réponse de la manière synthétique suivante. Au risque peut-être d'ailleurs de contrarier Bernard, mais on va voir. Ce qui nous manque, pourquoi nos mobilisations n'aboutissent-elles plus? Moi, ma réponse, c'est parce que nous les avons remises à de mauvais médiateurs. Nous les avons confiées à des médiateurs déficients, par réticence ou par hésitation, et qu'au bout d'un moment, ça finit par se payer. Or, les médiateurs, c'est les grandes centrales syndicales, n'est-ce pas? Je suis désolé de le dire, mais quand on considère rétrospectivement la série des défaites, alors je ne remonte pas aussi loin que tu l'as fait, hein, mais disons à partir de 2003, 2010, etc., enfin, tout le monde a eu peu ou prou la conscience de ce que, comme chez Pascal, on faisait les gestes de la foi, mais sans avoir véritablement la foi. Et d'ailleurs en n'espérant pas que faisant les gestes de la foi, on finirait par contracter la foi. Donc on faisait les gestes de l'opposition, de la résistance, de la manifestation, et tout était invité à se perdre dans les sables. Alors je crois que nous en sommes là, et que la situation se pose exactement dans ces termes actuellement. Par parenthèse, c'est là une situation qui attire notre attention sur un fait assez important dans la création et la formation des dynamiques politiques, c'est qu'elles ne naissent pas par génération spontanée. En tout cas, quand elles prétendent s'élever à l'échelle macro-sociale. Vous pourriez très bien me dire, mais ici, précisément, c'est parti de manière tout à fait horizontale, spontanée, etc. Oui, mais c'est une manifestation locale, en quelque sorte. Or, la question, s'il s'agit de donner à des mobilisations des objectifs de grande ampleur, c'est de réussir la mise en mouvement de masse. Pour le coup, au moins de Trotsky, je conserverais la définition de la révolution, n'est-ce pas? L'irruption violente des masses dans le domaine où se règle leur destinée. Mais il n'y a pas de révolution sans masse, formée d'une manière ou d'une autre. Alors, ça nous pose la question de la reconstruction des médiateurs. Ça nous pose la question de savoir autour de quel pôle, autour de quel germe peut cristalliser un rassemblement. Et quand je dis pôle, n'entendez pas quelque chose qui aurait un caractère unique, monolithique, etc. Le pôle, ça peut prendre des formes très très diverses. Ça peut être un pôle composite, un pôle de pôle, si vous voulez. Ça peut être une structure plus ou moins réticulaire. Mais enfin, il faut qu'il y ait un lieu, si possible physique, sinon symbolique ou politique, autour duquel se produit l'accrétion, le rassemblement, la précipitation. Et c'est ça que nous cherchons actuellement. C'est ça dont nous avons besoin et que nous peinons à reconstruire. Bon, alors après, le facteur de la mobilisation, si vous voulez, c'est l'intensité du sentiment de scandale, l'intensité du sentiment de colère. Oui, alors ça aussi. Donc nous nous rapprochons peut-être de plus en plus des points critiques, année après année. Ça prend du temps, manifestement. Et puis la dernière chose, c'est précisément ce qui fait le passage des mobilisations défensives aux mobilisations offensives. C'était typiquement l'une des choses que nous poursuivions pendant le mouvement Nuit debout, où nous ne cessions de dire qu'il fallait en finir avec les luttes locales, sectorielles, défensives pour passer aux luttes globales, offensives et ambitieuses. Bon, on va parler dans un instant de la distance qu'il y avait de la coupe aux lèvres, mais en tout état de cause, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, pour opérer ce changement de régime, il faut avoir un azimut, c'est-à-dire il faut avoir formé une vision claire et articulée de l'endroit où on veut se rendre. Bon, regardons le marché des idées politiques en quelque sorte, hein, à gauche. Il n'y a pas tant de choses que ça. Ah, je suis bien obligé de dire, mais là il a répondu à l'instant, que la proposition la plus articulée qui soit disponible à l'heure actuelle, c'est celle de Bernard.
publique et on va la garder. Mais donc, on avait plus de questions que ça, mais on va vous en poser juste une seule, une dernière, avant de passer aux questions du public. Alors, rapport aux questions avec le public, justement, il faudrait peut-être qu'on s'organise. À la base, on avait pris cette sono parce qu'elle n'a pas de... Comment dire, elle est sur batterie. Et du coup, ça nous permettait de nous déplacer dans le public pour vous permettre de parler directement sans avoir à venir jusqu'ici. Sauf que, du coup, c'est annulé. Donc, je pense que pour les questions, on peut faire une liste d'interventions, comme on fait en AG d'habitude. C'est-à-dire que on prend un homme, une femme, et si vous voulez poser des questions, ça va être un peu compliqué pour les gens qui viennent au fond, mais je suis désolé, on va faire comme ça. Vous allez venir vous inscrire sur un petit papier. Voilà, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez le faire dès maintenant. Qu'est-ce que je disais? Oui, tiens, une question. On saute quelques étapes, hein, mais quel sens donnez-vous tous les deux au mot révolution en fait? Question très complexe. Vous avez 4 heures. Alors l'avantage c'est qu'elle fait la poser nous permet de répondre à toutes les autres en même temps. Voilà. Et ils étaient prévenus à l'avance qu'on allait la poser celle-là, c'est pas une surprise non plus. Oui, mais je ne connaissais pas la réponse de Frédéric. Et n'étant pas trotskiste, je ne vais pas avoir la même réponse. Non. Mais je vais dire que je ne vais pas faire référence à Trotsky pour définir la révolution. Je pense qu'il y a un surinvestissement du terme dans la prise de pouvoir politique. Nous identifions révolution à ce moment où, à la fin du XVIIIe siècle, la bourgeoisie prend le pouvoir politique, change le régime politique. Mais elle n'a pu changer le régime politique que parce qu'elle avait changé le régime économique. Pour la raison que Frédéric a rappelée, c'est que le capital nous tient en otage. La classe dirigeante, si c'est elle qui décide de la production, elle nous tient totalement en otage. Et donc, il a fallu que la bourgeoisie, qui au XIVe siècle n'est pas grand-chose, face à la prise d'otage que faisait alors l'aristocratie dans le cadre du mode de production féodale, il a fallu que la bourgeoisie construise les institutions alternatives aux institutions féodales du travail et de la production. Ce qu'elle a fait, elle a remplacé le servage par l'individu libre sur un marché des biens ou du travail, elle a remplacé la propriété aristocratique par la propriété lucrative bourgeoise. Bon, donc elle a remplacé les institutions de la valeur. Et pour moi, le cœur de la révolution, c'est cela. Elle n'a pas été beaucoup au pouvoir politique au cours des 4 siècles où elle a changé le mode de production. Bien sûr qu'elle a su être présente pour utiliser le combat entre la monarchie absolue et les grands féodaux. Elle avait intérêt à se couler dans la monarchie absolue pour casser la gueule aux grands féodaux qui étaient ses adversaires économiques. Mais dans la monarchie absolue, il n'y avait pas le pouvoir. Et vous avez eu des moments même où l'aristocratie, qui voyait bien qu'elle perdait la main en matière économique, au début du XVIIIe siècle, vous avez une réaction nobiliaire dans laquelle la bourgeoisie est pratiquement exclue des fonctions publiques. L'aristocratie se les réserve à nouveau. Bien sûr qu'il faut être au pouvoir politique de temps en temps. Bien sûr que s'il n'y avait pas eu 5 ministres communistes sur des strapontins pendant 1 an, les strapontins, ce qu'on donnait des communistes, le travail, la santé, puis démerdez-vous avec ça. Pas évidemment les finances, pas les affaires étrangères, pas la justice, pas la présidence du Conseil, absolument rien. Bon. Mais parce qu'il y a eu 5 ministres communistes sur des strapontins en 1946, que nous avons pu mettre en place le statut de la fonction publique, le régime général de sécurité sociale, etc. Mais, à la limite, ça s'est fait dans ce laps de temps court et sur des strapontins. Poser la prise du pouvoir d'État
comme le préalable à la révolution me semble une faute. Je ne suis pas assez théoricien pour le fonder en théorie, mais en observateur de ce qui se passe dans la lutte de classe, je pense que la révolution, c'est d'abord le changement dans le travail. Qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce qui a valeur? Qui travaille? Qui produit de la valeur? Et c'est le changement dans les institutions du travail, le statut des personnes. Quel est le statut économique des personnes? Et puis le régime de propriété de l'outil. Et donc la question de l'investissement. Comment est-ce qu'on investit? Qui investit? Avec quel argent? C'est dans ces questions-là que pour moi se joue la révolution. Bon, moi je veux prendre la... Là pour le coup on ne va pas dire des choses très très différentes, n'est-ce pas? Si je reprenais la question d'une manière un peu scolastique, je dirais ceci. Révolution est le nom qu'on donne à un épisode historique de transformation profonde des rapports sociaux fondamentaux. Voilà. Il y a une révolution lorsque quelques rapports sociaux fondamentaux ont été changés de fond en comble. Des rapports sociaux fondamentaux, il y en a de différentes sortes. Il y a des rapports sociaux économiques, il y a des rapports sociaux d'une autre sorte, de genre, familiaux, etc., etc. C'est la raison pour laquelle mai 68, en effet, n'a pas été une révolution dans la sphère de la transformation des rapports sociaux de production. Ça n'altère en rien, ça n'ôte rien à la dimension de mobilisation ouvrière dont vous savez que jusqu'à il y a peu, l'historiographie était restée curieusement ignorante, mais le fait est là. Transformation des rapports sociaux fondamentaux dans le sens de l'émancipation, c'est-à-dire dans le sens de l'élimination des rapports de domination. Alors maintenant, s'il faut donner un contenu plus concret à ce que pourrait être une perspective révolutionnaire dans la période présente, c'est extrêmement simple. Ça tient en deux mots. Souveraineté des producteurs. Je n'en vois pas d'autres. Bon, la perspective révolutionnaire, c'est celle qui, alors là, pour le coup, on va remonter loin dans le temps, c'est celle qui accomplit dans son intégralité la promesse ouverte en 1789 et surtout 1793, brisée par Thermidor, revitalisée en 1848 et 1871 et réprimée dans le sang. Voilà où nous en sommes. Et c'est ça la perspective. Par conséquent, en effet, si l'on ne se paye pas de mots, le mot révolution reconvoque immédiatement tout le tragique de l'histoire. La perspective révolutionnaire n'est, comme disait quelqu'un d'assez célèbre, n'est pas un dîner de gala. Bon, donc, penser la révolution, qui est un chantier à la fois intellectuel et politique encore complètement à parcourir, suppose aussi de se confronter à cette dimension-là de l'histoire avec toutes ses conséquences. Et c'est un peu intimidant. Alors, bon, Bernard, tu en as parlé, il y a des gains intermédiaires possibles, malgré tout, et qui offrent une base à partir desquelles on peut prolonger l'effort. Bon, c'est la question du déjà là révolutionnaire qui a été escamotée à l'instant, mais je gage que nous aurons l'occasion d'y revenir.